Proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio Jean-Philippe Lustig, journaliste qu'on ne présente plus. Jean-Philippe, bonjour. Bonjour Lise, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Jean-Philippe, je vous ai proposé de venir dans le studio de Radio J parce que la semaine dernière, vous avez fait un compte-rendu de votre voyage en Israël dans le numéro d'Actualité Juive. Et je me suis dit que vous aviez certainement beaucoup de choses à nous dire parce que c'est important en ce moment de témoigner sur ce qui se passe vraiment en Israël, la façon dont on peut aider ou pas, ce qu'on y voit, ce qu'on y ressent par rapport au quotidien des Israéliens. Et vous qui avez été très longtemps sur l'antenne d'I24 News, évidemment, vous connaissez Israël de l'intérieur et c'est pour cela que j'avais envie de vous donner la parole. Alors, comment s'est organisé ce voyage, Jean-Philippe ? À l'initiative du KKL, qui avait déjà organisé un voyage 3 semaines après le drame du 7 octobre et qui décide quelques mois après d'inviter, nous étions une petite délégation de moins de 40, environ 30-35, notamment beaucoup de journalistes, pour aller donc ressentir, vibrer. Quand je dis vibrer, c'est-à-dire oui, puisqu'il y a des vibrations, bien entendu. Et donc d'aller voir ce qui se passe, aussi bien dans le nord que dans le sud, dans un voyage de 3 jours très intense, parfaitement organisé. Il y a eu une union. C'est très douloureux, hein. C'est-à-dire que oui. On était. Enfin, moi, j'étais impatient d'aller voir, d'aller sur place, d'aller échanger, de mieux ressentir, de partager. Et on a eu donc 3 jours. Nous étions dans le nord, dans le plus grand hôpital de Galilée, à quelques kilomètres du Liban, dans l'hôpital Naria. Et là, on va donc découvrir cet hôpital qui est extraordinairement organisé, qui est avant-gardiste et qui a été conçu en prévision. Donc, c'est même pas en prévision, étant donné les tensions qui règnent aujourd'hui et le niveau de dangerosité. Donc, avec un nombre de lits incroyable de plus de 450 lits qui sont, bien entendu, bunkérisés, qui sont donc protégés afin de pouvoir assurer les soins et de sauver des vies, et ce, quelles que soient les vies, puisque les professeurs qui sont intervenus, quelles que soient donc les vies, puisque les échanges très riches, très intenses et très forts en émotions avec le personnel médical nous expliquaient que bien entendu il n'y a aucune différence lorsque l'on soigne un malade d'où qu'il vienne, quelle que soit sa religion. Et là, on sait à quel point la société israélienne est très sensible à ça, même si à l'extérieur, les gens ne se rendent pas forcément compte, au sein de la communauté. Ou ne veulent pas se rendre compte. Voilà. Mais ça, c'est un élément clé. Donc, et puis, il y a ces échanges permanents. Et ce qui m'a le plus touché, mais d'ailleurs, j'étais très gêné, c'est le fait qu'on nous remercie de venir, alors que c'est rien. Mais comme si, dans cette période-là si particulière, de guerre intense, qui ne s'arrête pas, dont on ne voit pas l'issue, les Israéliens, le peuple israélien avait besoin d'être soutenu et donc de nous remercier. Les soldats, le personnel, merci d'être venus. Mais c'est rien que de prendre l'avion puis de passer 3 nuits, et d'aller pouvoir parler tout simplement. Donc, c'est pour toutes ces raisons que j'avais envie que vous témoigniez pour nous ce matin, parce que c'est si important. Et c'est vrai que ça, on me l'avait dit de plusieurs témoignages, qu'il y a une reconnaissance des Israéliens quand on vient les voir. Ah mais c'est incroyable. Non mais on est très loin de l'image, et c'est normal. La période estivale, les Juifs du monde entier vont en Israël voir la famille, vont se promener, vont envie de goûter Alors on au en plaisir est loin, de cette pourquoi vie. Racontez-nous. Mais parce que le pays est en guerre. Oui. Donc déjà, lorsqu'on arrive à l'aéroport Ben Gurion, vous savez à quel point cet aéroport, lorsqu'on débarque, est festif, avec cette rampe impressionnante donc qui mène à la douane. Oui. Et là, vous avez déjà l'hommage à tous ces otages, et il y a un silence. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de vols, très peu de vols. Et là, donc, ouvert, bien entendu. Mais c'est tout. Mais les compagnies internationales, en dehors de quelques compagnies low cost, un peu d'Europe centrale qui y vont, l'aéroport est vide. Vous passez la douane en quelques secondes. Et ça, c'est terrible. Il y a un contraste saisissant dans cet aéroport où il règne une énergie. À chaque fois que j'atterris à Ben Gurion, j'ai toujours l'impression d'être porté. Vous savez, on arrive en Israël, on se dit, on est bien, il se passe quelque chose. Et là,
il y a une sorte d'appréhension parce que c'est mort. Et c'est terrible. Donc la ville de Tel Aviv va mieux, bien entendu, même si la pluie était présente, mais ça c'est pas grave, dans la mesure où il y a une vie, mais en revanche, le nord c'est terrible. Et puis alors Sderot, quand nous sommes allés dans le sud, vous imaginez, Alors, la ville justement, de Sderot à 12 km de Gaza. Oui. C'est une Alors, ville morte. C'est une ville morte Ouais. aujourd'hui. Vous avez environ 30 000 habitants. Il y en aurait quelques petits milliers qui seraient revenus. On ne croise personne. Vous avez donc ces abris, bunkers, tous d'ailleurs tagués, dessinés. C'est assez incroyable. Et cette ville est vide. Elle est vidée. Donc c'est effrayant. Et vous avez en permanence, puisque Gaza, donc je le répète, est à 12 km, vous avez en permanence les sirènes et vous avez sans arrêt les tirs, vous voyez dans le ciel, et ces bruits on qui sont entend les incessants. tirs, ça, Mais comme dans oui. le nord d'ailleurs. Oui. Mais si vous voulez, la vie continue. C'est-à-dire qu'autant dans le nord, avec ce danger du Hezbollah qu'on a tendance un peu à oublier, même si ça sera non, mais Pas parce que- aujourd'hui. voilà, mais, oui. mais quand je dis qu'on a tendance à oublier, c'est-à-dire que le danger à venir sera peut-être encore plus grand et plus saisissant. Mais si vous voulez, il y a donc Ouais. de cette vie dans le Nord comme si, voilà, on se promène, on voit la frontière du Liban à quelques kilomètres avec des experts en géopolitique qui nous éclairent, qui nous expliquent. On partage ces moments-là et quand on est donc à Sderot, ville morte, on va déjeuner dans une synagogue qui est protégée, bunkérisée, pourrait-on dire, avec des murs d'une épaisseur incroyable. Et on partage ces moments-là, on est ensemble. C'est d'ailleurs assez saisissant de se retrouver en petits groupes, des journalistes, des chroniqueurs. Je ne vais pas te donner de tous les noms avec et des générations différentes et de parcours différents. Il y a comme une union qui se crée. Lorsqu'on partage un voyage avec cette émotion, Oui. il se passe quelque chose. Bah Et oui, ça crée des liens, Ouais, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes allé sur les lieux du massacre? Oui, nous sommes allés à Nova, donc terre aujourd'hui, cette plaine-là, ce vent glacé et ce recueillement. Donc vous avez en permanence des familles, des soldats. Vous avez une bougie par assassiné. Vous avez en permanence une photo et vous avez des recueillements, des prières. Il y a ce vent qui souffle. Et puis, il y a des arbres plantés. Et le KKL nous a permis de planter un arbre. C'est riche de symboles, c'est Oui. important. Et le terrain est boueux. Et il y a ce vent, la frontière qui est Gaza qui est en face. Et vous vous retrouvez donc sur cette terre qui est meurtrie, non, c'est saisissant. Quand vous êtes au kibbutz Faraza, qui est le premier attaqué Mais le oui. matin à 6h30, qui est le plus proche de Gaza. Oui. Et là, vous êtes... Il y a une image j'ai une comparaison qui me vient à l'esprit. Et pourtant ça n'a rien à voir, le contexte n'a rien à voir. Pompéi, vous imaginez Pompéi? Oui, bien sûr. Oui. Et donc l'Etna, ce tristement volcan célèbre, qui a anéanti toute une population. Il n'y a pas eu l'éruption d'un volcan. Il y a eu l'arrivée de centaines de petits milliers de terroristes qui ont donc détruit, qui ont saccagé dans des proportions qui sont colossales. Et dans ces ruelles défoncées, dans ces murs qui sont dévastés, vous avez donc quelquefois parfois un espace protégé et des photos en permanence. Ici vivait Shlomo, assassiné dans des conditions effroyables. Là. Et en permanence, vous avez ces chemins de routes défoncés. Et là, vous êtes encore saisi d'effroi. La réalité, c'est celle-là, si vous voulez. La vie s'est arrêtée, le temps s'est suspendu. Est-ce que il y a des kibbutznikim qui sont revenus vivre à Kfar Aza ou pas encore? Non, impossible. 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 Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Le temps s'est suspendu. Depuis le 7 octobre, il y a des visites, des soldats qui viennent, qui accompagnent des petits groupes. Voilà, des groupes se succèdent, qui viennent de délégations étrangères. Et là, vous passez une heure et demie et vous marchez. Voilà, on se parle peu, il n'y a pas besoin d'échanger, on se regarde. Certains prennent des photos, d'autres filment. Et puis, on se rend compte de l'effroi, de ce qu'a été la violence d'un tel massacre, même si tout a circulé sur les réseaux sociaux, le film également, les GoPro, les montages qui ont été faits. Mais vous êtes sur place. Et on se rend compte à quel point ces Israéliens, ces soldats, cette population ne se plaint jamais. Il y a une force en elle. C'est-à-dire que vous ressortez revigoré. C'est-à-dire que ce voyage, aussi dur soit-il, les nuits ont été compliquées. Hein. Oui, je suis sûr. D'autant que, petite parenthèse, même si j'ai fait Auschwitz 15 jours avant. Ah oui. Ouais, j'avais accompagné le voyage des champions, Oui. voilà, organisé par le CRIF et Marielle Delachat. On avait amené des sportifs. Et je me retrouve dans un autre contexte. Mais là encore, c'est la mort qui rôde.
C'est la mort Oui, qui c'est rôde. ça. Et derrière, on est, c'est les jours d'après. Les jours d'après, vous savez, le voyage, on est parti un dimanche soir, on est rentré le mercredi soir. Depuis d'ailleurs, on est liés, tous au sein Oui, vous restez en contact dans le et groupe, tout. Le Ouais. KKL a fait quelque chose de très fort, vraiment, toute la direction. Alors, enfin, c'était, non mais c'est très particulier. Vous dont Israël a été presque le quotidien pendant toute la période où vous étiez à I24 News, vous avez travaillé là-bas combien de temps? Moi, je suis resté directeur du bureau de Paris pratiquement 5 ans. 5 J'avais travaillé ans. déjà 2 Donc, ans auparavant. Voilà, parce que Nous je sommes me allés d'ailleurs, souviens hein. que nous étions en lien et que vous faisiez beaucoup d'allers-retours. Ouais. À quel point avez-vous trouvé le pays changé? Ah mais là, alors je ne suis pas allé à Jérusalem. Sderot, j'y suis allé il y a 4-5 ans en déplacement. Donc c'est le contraste saisissant entre une ville, donc je disais ville fantôme, ville morte. Tel Aviv, les hôtels sont tous réquisitionnés par ces déplacés. On en parle oui. peu, mais c'est une vraie Mais crise c'est sociale important. et humaine au sein de la société israélienne. On ne connaît pas les chiffres, 200, 230, 250, voire 300 de ces villes qui ont donc été vidées en raison Du danger. Du danger, mais réel, on a du mal à se rendre compte ici. C'est comme si vous êtes à la frontière entre la Belgique et la France, vous êtes du côté de l'île, et vous êtes dans l'obligation de quitter parce que les requêtes sont lancées de Belgique. Donc vous êtes obligé. Et donc ces familles-là ont tous été déplacés dans des hôtels. Donc Tel Aviv aujourd'hui accueille les hôtels. Alors l'hôtel, oui, ça peut entre guillemets séduire quelques jours, une petite famille 2, 3, 4 jours, mais lorsque ça dure des semaines, des mois, avec les conséquences que ça a au sein des familles. On nous l'a expliqué quand on est allé à la maison des otages le dernier jour, à quel point les traumatismes sont profonds au sein de la société israélienne, au sein des familles, puisque les repères sont perdus, les enfants sont déscolarisés, les conséquences avec des jeunes qui n'ont plus de travail. Donc il y a des énormes conséquences sociales. Il y a des problèmes économiques aussi très graves pour ces familles. Voilà, au sein de cette vie israélienne. Mais ce que je retiens, parce que donc le tableau est noir, mais ayons bien conscience, on parle toujours de ce mot de résilience, mais le fait est qu'il y a cette force dans la société israélienne, au sein de ses habitants, de ses habitantes, de vivre, d'avancer en permanence, de se projeter. Le danger est là, le danger existe. Toutes les familles ont été touchées, ébranlées, secouées par ce drame absolu. Personne, non pas n'est resté insensible, ça serait ridicule, mais personne n'en sort indemne. Impossible. Voilà. Et donc, nous, par la force des choses, puisque moi, j'évoque toujours ce peuple juif comme une sorte de grande famille, si vous laissez cela à travers le monde, c'est une famille qui a 15 millions d'habitants. Voilà, c'est une grande famille de 15 millions, mais ce qui est rien, sa population globale terrestre. Mais et il y a donc ce lien et cette unité que l'on retrouve. Il y a des tensions politiques après, c'est pas le débat aujourd'hui, il y a d'autres éléments. En revanche, au sein du quotidien de ces Israéliens, il y a quelque chose qui est enfoui et qu'il ira encore plus à jamais, ce peuple-là. Bien sûr. Mais le fait est que ce voyage vous a marqué. Ouais. Alors, et d'ailleurs, j'ai envie d'y retourner. C'est-à-dire que oui, je suis sûr. Mais c'est cela. Il y a quelque part, on est mal, mais donc on retient un peu ses pleurs, ses gênes. Bon, c'est humain, très bien, mais pensons à eux, ce qu'ils vivent au quotidien, mais on n'a qu'une envie après, c'est de dire, bon, on va continuer à les aider, il faut y retourner. Bien sûr. Et puis d'une façon ou d'une autre, communiquer, parler, expliquer, éclairer et les soutenir. Alors une dernière question, le 7 octobre, on a tous été en choc absolu, en état de sidération, il n'y a même pas de mots, c'est ce qu'on disait à l'époque, et une millime, il n'y a pas de mots tellement on était choqués. Est-ce que vous pensiez, en tant que journaliste qui avait donc beaucoup fréquenté Israël et travaillé sur place, que ça pouvait arriver? Non, mais personne ne pouvait prévoir. Non, alors maintenant il y a donc des études, les langues se délient, il y a eu quelques signaux d'alerte. Voilà, de services de renseignement. Mais vous-même, mais c'est impossible au sein de la société. Non, les échanges que j'ai eus régulièrement dans le Sud et les témoignages qui venaient des habitants, c'était le danger et permanence, les requêtes qui tombaient à période régulière sur 2-3 mois, et il y avait des centaines qui tombaient, et toujours le même process qui recommençait. Mais de là envisager une attaque sur la terre. L'invasion et les crimes, non, c'est impossible. Jamais. D'où le choc émotionnel, d'où le choc qui a ébranlé toute la société et toute l'histoire d'Israël depuis sa création en mai 48. C'est quelque chose de fou
Et après, il y aura les explications, il y aura des enquêtes. Mais pour l'instant, c'est le moment d'avancer, de reconstruire quelque part et puis de continuer à se battre. Et Bien sûr. parce qu'Israël doit se battre pour exister. Bien sûr. Jean-Philippe Lustig, merci beaucoup pour ce témoignage émouvant. Vous êtes Merci, Lise. le bienvenu quand vous le C'est gentil, souhaitez merci. dans le studio de Radio J. Bonne journée. Radio J.